Ravi de vous retrouver sur la chaîne télévisée éducative. Dans ce qui suit, une séquence d'apprentissage vous sera présentée par Moksheh Emira, professeur de SVT au lycée Manzahnef Tunis 2, et ce sous l'assistance pédagogique de Madame Jbara Sondos, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. La présente séquence s'adresse aux apprenants du baccalauréat faisant partie de toutes les sections et je tiens à vous informer que les connaissances auxquelles vous serez initiés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'études du thème de la reproduction et de la santé, tout en portant un intérêt particulier à la physiologie de reproduction chez le sujet pubère de sexe féminin, parvenant ainsi à justifier l'intitulé du présent chapitre et on va parler de la fonction reproductrice chez la femme. Lors d'une précédente étude ayant porté sur l'étude sur l'anatomie de l'appareil génital féminin, vous avez identifié une multitude d'organes parmi lesquels je cite le vagin, le col de l'utérus, le corps de l'utérus à partir duquel émergent les trompes utérines qui se terminent par le pavillon au contact avec les ovaires. Et les organes qui ont été identifiés avaient fait l'objet d'une classification sur la base du critère qu'est la fonction. Ainsi, les ovaires font partie de la catégorie des gonades, pavillon, trompe utérine, corps de l'utérus, col de l'utérus font partie d'une deuxième catégorie dite voie génitale, et pour ce qui est du vagin, il fait partie de la catégorie qu'est l'organe de copulation. Durant la présente séquence d'apprentissage, seule la catégorie des gonades fera l'objet d'une étude approfondie. Et vous vous dites certainement quelle raison se trouve derrière le choix ayant porté sur l'étude des gonades. Ce que je peux vous affirmer à ce stade de la séquence d'apprentissage, c'est que les gonades féminines sont d'une importance capitale dans la réalisation de la physiologie de reproduction féminine, au même titre que les testicules chez l'homme. Et vous savez qu'en faisant l'objet d'une coupe sagittale, l'ovaire avait révélé son histologie obéissant à une compartimentation. Donc nous avons ici une médulla à localisation centrale entourée d'un cortex ovarien à localisation périphérique. Pour ce qui est de la médulla, elle est vascularisée et innervée, alors que pour le cortex ovarien, nous assistons à la présence d'une multitude de structures ovariennes pour lesquelles nous distinguons la présence de follicules primordiaux, primaires, secondaires, tertiaires, mûrs et le follicule rompu expulsant le gamète femelle. Et vous remarquez ici que les appellations diffèrent quelque peu, ce qui laisse à suggérer la présence d'une multitude de stades évolutifs regroupés sous l'appellation commune de folliculogenèse. En plus des follicules s'ajoute une autre catégorie, celle du corps jeune, tantôt développé ou bien développé et évoluant en un corps jeune régressé. Et revenons ou faisons un détour tout en s'intéressant ici au corps de l'utérus. Vous savez qu'en plus du myomètre qui correspond au muscle utérin, on sait qu'il est surmonté de l'endomètre dont l'épaisseur connaît des variations tout au long du cycle sexuel. Et vous savez que l'événement tangible de cette évolution correspond à la menstruation, raison pour laquelle le cycle est dit un cycle menstruel. Ce détour en fait vise à vous inciter à soulever le questionnement suivant. Les ovaires sont-ils le siège d'une activité cyclique au même titre que l'endomètre? Et afin de répondre à cette question, nous allons nous intéresser à l'activité 1 pour laquelle nous sommes en présence d'une multitude de figures de A à E, d'un premier document illustrant la composition du cortex ovarien, et ce, parallèlement aux phases du cycle menstruel. Mais avant de s'attaquer aux questions, essayons de décrire le document de référence. En effet, l'histologie ovarienne
illustré par la figure A, est observé depuis le premier jour du cycle jusqu'au 12e. Pour ce qui est de la figure B, l'histologie ovarienne est observée vers le 13e jour, alors que pour ce qui est de la figure C, elle est observée vers la moitié du cycle. La figure D est observée lors du 21e jour, et pour ce qui est de la figure E, elle est observée vers le 28e jour. Intéressons-nous maintenant à la première question, et dans l'énoncé est le suivant. Le travail demandé consiste à comparer la composition ovarienne illustrée par les figures du document 1. Mais rappelons rapidement la signification du verbe d'action comparée, il suffit de dégager à partir du document de référence les ressemblances ainsi que les différences. Et la manière la plus appropriée pour pouvoir répondre à une telle question, c'est de tracer un tableau que voici. Ce qui est commun aux différentes figures, c'est la présence d'un follicule primordial. Nous constatons ici la présence commune d'un follicule primaire et d'un follicule secondaire. Pour ce qui est des différences, nous remarquons que la figure A possède un follicule tertiaire. La figure B montre la présence d'un follicule mûr, dit encore de Graff. Pour ce qui est de la figure C, elle est caractérisée par la présence d'un follicule rompu. La figure D montre la présence d'un corps jeune dit développé. Et pour ce qui est de la figure E, elle nous montre la présence d'un corps jeune régressé. Et ce que l'on peut dégager du document 1, les points forts que l'on peut dégager du document 1 sont les suivants, et ce à l'issue de l'étude comparative que nous venons de finaliser. En effet, mis à part les follicules ovariens qui sont communs, nous remarquons que certaines structures ovariennes ne peuvent coexister au même moment. Et nous remarquons ici que les ovaires sont le siège d'événements répétitifs qui se déroulent toujours dans le même ordre. Donc nous sommes ici bel et bien en présence d'événements cycliques. Et c'est ce qui permet de répondre à la question posée précédemment. Sommes-nous en présence d'une cyclicité ou non de l'activité des ovaires? En effet, les ovaires affichent bel et bien une activité cyclique et au même titre que l'endomètre. Donc nous venons ici de mettre en évidence la notion de cycle ovarien. Un cycle dans les phases nous sont méconnus à ce stade de la séquence d'apprentissage, et c'est ce qui permet de soulever la question suivante. Quelles sont les phases du cycle ovarien? Pour répondre à cette question, restons toujours sur l'activité 1 et intéressons-nous à un deuxième document qui représente l'évolution des structures ovariennes durant un cycle ovarien sans fécondation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les structures ovariennes communes aux différentes phases du cycle ovarien sont les follicules primordiaux, primaires et secondaires. Et à ce stade de la séquence d'apprentissage, on ne va pas s'intéresser aux événements qui vont s'opérer en amont du cycle ovarien. Mais ce que je peux vous dire à ce stade de la séquence, c'est que le commencement du cycle ovarien coïncide avec le premier jour de la menstruation. Et au niveau de l'ovaire, nous allons assister à une entrée en compétition d'une dizaine de follicules tertiaires, dit encore cavitaires. Tous ces follicules sont sujets à un processus qui correspond à une croissance folliculaire. Fait intéressant, la majeure partie des follicules ayant connu cette croissance feront l'objet d'une atrésie folliculaire, dit encore une dégénérescence. Ainsi, le follicule tertiaire ayant survécu à cette atrésie est dit le sélectionné et poursuivra son évolution en connaissant une augmentation de sa taille, devenant un follicule caractérisé par une dominance, raison pour laquelle il est dit un follicule dominant, mûr ou de Graff. Atteignant ce stade de l'activité,
une question émerge, mais qu'advient-il du devenir du follicule de De Graaf? En effet, si l'on se rappelle son organisation, vous savez que le point phare ou bien la caractéristique phare du follicule de De Graaf, c'est la présence d'un anthrome contenant un liquide folliculaire qui est capable d'exercer une pression sur les cellules de la granulosa, mais il n'y a pas que une pression aussi qui va être exercée au niveau du cumulus oophorus, qui n'est autre que le pont cellulaire reliant le gamète à la granulosa. Il s'ensuit la rupture de ce lien et c'est ce qui va permettre l'expulsion du gamète et le follicule deviendra un follicule rompu formé par des cellules, bien sûr, de la granulosa, et le liquide folliculaire sera en mesure d'expulser ce gamète femelle. Atteignant ce stade, émerge une autre question. Qu'advient-il du follicule rompu qui demeure toujours au sein de l'ovaire? Ce que je peux vous dire, c'est que le gamète sera accueilli par le pavillon et le follicule rompu connaîtra une cicatrisation et va évoluer en un corps jeune. Ainsi, le corps jeune observé vers le 21e jour du cycle ovarien connaîtra à son tour une évolution. En effet, il sera sujet à une régression, devenant ainsi un corps jeune régressé, dit encore corps blanc. Et ce corps blanc ne peut être observé que lors d'un cycle sexuel sans fécondation. Initié ainsi aux différents aspects caractéristiques du cycle ovarien, nous nous proposons de s'intéresser à la question suivante, mais commençons par la phrase introductive. L'activité cyclique des ovaires est conditionnée par l'évolution des structures ovariennes peuplant le cortex ovarien et il nous est demandé de délimiter sur le document 2 les phases caractéristiques du cycle ovarien. Rappelons la signification du verbe d'action délimiter. En effet, ce verbe vise à cerner, circonscrire, définir ou bien déterminer des limites. Vous remarquez ici que sur la base des différences constatées lors de la progression dans le cycle ovarien, il est possible de le délimiter selon 3 zones obéissant à un code de couleur, un code dont la signification sera révélée ultérieurement. Donc nous sommes ici en présence de 3 phases dont la signification nous est méconnue et c'est ce qui nous conduit à la 3e question. En vous référant au tube de structure ovarienne dominant la zone délimitée, dégagez l'appellation des phases du cycle ovarien. Pour ce qui est de la première phase symbolisée par la couleur verte, elle se trouve dominée par la présence des follicules cavitaires et tardivement par le follicule de De Graaf. C'est ce qui justifie l'appellation de cette phase. Nous sommes ici en présence d'une phase dite folliculaire. Pour ce qui est de la deuxième phase, elle se trouve dominée par la présence d'un follicule rompu observé le jour de l'ovulation, raison pour laquelle la phase est dite une phase ovulatoire. Et en arrivant à la 3e phase du cycle ovarien, nous remarquons la présence d'un corps jeune situé à différents stades évolutifs et je tiens à vous informer que le corps jeune détient son nom d'un pigment jaune qu'est la lutéine et l'appellation de la 3e phase découle de l'appellation de ce pigment. Donc la 3e phase correspond à la phase lutéale. Passons maintenant à la 4e question pour laquelle on nous demande de faire correspondre les figures de A à F du document 3 à la phase adéquate du cycle ovarien et pour y parvenir, cochons la bonne case. Et en effet, la finalité de cette question, c'est de vérifier le degré d'acquisition des connaissances portant sur les phases ainsi que leurs caractéristiques. Et on parle ici des phases du cycle ovarien. La figure 1 montre que le corps jeune développé est en train de régresser. Un tel aspect est exclusif à la phase lutéale. Pour ce qui est de la figure B, vous remarquez ici un follicule rompu expulsant un gamète qui fera l'objet
d'un accueil de la part du pavillon. Un tel aspect est caractéristique de la phase ovulatoire. Pour ce qui est de la figure C, nous remarquons ici une croissance folliculaire qui est suivie par une sélection, ce qui correspond à la phase folliculaire. La figure D montre que, à l'issue de la croissance folliculaire, la sélection et la dominance n'ont pas été observées car il y a eu une atrésie folliculaire. Donc nous sommes ici en présence d'une phase folliculaire. Nous remarquons pour la figure E un follicule rompu qui va évoluer en un corps jeune. Donc on s'intéresse ici aux événements qui vont se faire en aval de la phase ovulatoire, ce qui correspond à la phase lutéale. Et pour finir, la figure F montre une entrée en compétition des follicules tertiaires qui ont connu une croissance, et un tel aspect est caractéristique de la phase folliculaire. Après avoir étudié les phases du cycle ovarien ainsi que leurs caractéristiques, on se propose de s'intéresser au document 4 qui vise à étudier davantage les spécificités de tout cycle ovarien. En effet, le document 4 représente la durée ainsi que la date d'ovulation de 3 cycles ovariens dont la durée diffère quelque peu. Donc vous avez ici le premier cycle ovarien ayant une durée estimée à 28 jours, le deuxième cycle ovarien a une durée de 29 jours et pour ce qui est du troisième cycle ovarien, il a une durée estimée à 30 jours. Mis à part la donnée portant sur la durée, l'exercice nous fournit des données par rapport à la date d'ovulation symbolisée par le chevron. Pour le premier cycle ovarien, l'ovulation survient le 14e jour. Pour ce qui est du deuxième cycle ovarien, elle survient le 29e jour, le 15e jour. Et pour ce qui est du troisième cycle ovarien, la date d'ovulation survient le 16e jour. Et il nous est demandé dans un premier temps de déterminer la durée des phases folliculaires et lutéales. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, revenons à la chronologie caractéristique des phases du cycle ovarien. Et essayons de déterminer dans un premier temps la durée de la phase folliculaire. En effet, cette phase s'étale depuis le début du premier cycle ovarien jusqu'au jour de l'ovulation. Et c'est ce qui correspond pour le premier cycle à une durée de phase folliculaire estimée à 14 jours. Et si l'on adopte la même démarche pour les cycles restants, elle est de 15 jours pour le deuxième cycle et de 16 jours pour le troisième cycle ovarien. Mais qu'en est-il de la durée de la phase lutéale? Pour pouvoir déterminer sa durée, il suffit de soustraire de la durée du cycle ovarien, qui est une donnée de l'exercice, la durée de la phase folliculaire que nous venons de dégager à partir du document de référence. Donc la durée de la phase lutéale du premier cycle ovarien est de 14 jours et il en est de même pour le deuxième ainsi que le troisième cycle ovarien. Dans ce qui suit, on nous demande de comparer la durée des phases folliculaires et lutéales. Vous remarquez ici que la durée de la phase folliculaire pour les 3 cycles ovariens a été symbolisée par des flèches dont la longueur est proportionnelle à la durée. Et on a adopté la même démarche pour symboliser la durée de la phase lutéale. Donc vous remarquez ici, d'après l'aspect des flèches, que la durée de la phase folliculaire est variable, alors que la durée de la phase lutéale est constante. Passons maintenant au deuxième volet de la présente séquence d'apprentissage, un volet dont l'identité sera révélée dans ce qui suit. Mais vous savez que durant le cycle ovarien, il est possible d'observer au niveau du cortex ovarien la structure ovarienne qui est le follicule rompu, expulsant le gamète
femelle et c'est ce qui correspond à la phase ovulatoire. Dans ce qui suit, nous nous proposons de s'intéresser de plus près aux gamètes femelles, un gamète qui fera l'objet d'une étude microscopique et ce dans le but de répondre à la question suivante. Quelle est la structure du gamète femelle? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, traitons une deuxième activité qui s'intéresse dans un premier temps à l'étude de la structure du gamète. Un gamète baptisé encore ovocyte, mais je tiens à vous signaler qu'à ce stade de la séquence d'apprentissage, l'appellation est incomplète, mais je dois justifier l'appellation complète et ça va se faire par le biais d'activités. Le document 4 est un schéma d'interprétation détaillé de l'observation microscopique à forte résolution du gamète femelle. Ce gamète est protégé par une zone pellucide au niveau de laquelle sont enchâssées des cellules folliculaires, mais faisant un détour et revenant aux follicules de Graaff. En effet, vous savez que l'antrome en fait, est délimité par les cellules de la granulosa et que le gamète femelle est formé aussi est entouré par des cellules folliculaires, mais dont le but de vous inciter à l'appellation visant à décrire la disposition de ces cellules folliculaires. Nous remarquons que les cellules folliculaires entourant la zone pellucide miment l'aspect d'une couronne rayonnante, raison pour laquelle les cellules folliculaires entourant le gamète femelle sont celles d'une corona radiata. Mis à part la zone pellucide, nous remarquons la présence d'un espace péri-ovocytaire au sein duquel nous retrouvons un premier globule polaire. Nous constatons aussi la présence d'une membrane cytoplasmique délimitant un cytoplasme ovocytaire au sein duquel on retrouve des granules corticaux à localisation périphérique et ce cytoplasme ovocytaire héberge un fuseau achromatique au niveau duquel nous retrouvons un matériel génétique occupant la plaque équatoriale et en référence au centre du cytoplasme ovocytaire, nous remarquons que le fuseau achromatique est éloigné du centre, raison pour laquelle le matériel génétique est qualifié d'excentrique. Et il nous est demandé, dans un premier temps, de dégager à partir des garnitures chromosomiques illustrées par le document 4, la formule chromosomique ainsi que l'état des chromosomes. Pour ce faire, complétons les cases du tableau ci-contre et commençons par étudier la formule chromosomique du premier globule polaire. Vous remarquez ici que chaque chromosome se trouve en l'absence de son homologue, ce qui caractérise toute cellule haploïde, symbolisée par N. Mais qu'en est-il du nombre de chromosomes? Pour y parvenir, dénombrons les centromères. Il s'avère ici au nombre de 2, raison pour laquelle la formule correspond à N égale à 2. Mais qu'en est-il de l'état des chromosomes? Vous remarquez que chaque chromosome est à 2 chromatides. Nous parvenons ainsi à la finalisation de la formule chromosomique du premier globule polaire qui correspond à N égale à 2 dupliqué. Et on va adopter la même démarche pour les cellules restantes. Et passons maintenant à la garniture chromosomique du matériel génétique excentrique occupant le cytoplasme ovocytaire. Comme ça a été le cas tout à l'heure avec le premier globule polaire, nous remarquons que chaque chromosome est en l'absence de son homologue. Nous sommes ici en présence d'une cellule haploïde symbolisée par la lettre N. Nous dénombrons 2 centromères, ce qui correspond au nombre de chromosomes, et chaque chromosome se trouve à 2 chromatides. Donc nous sommes ici en présence de la même formule chromosomique. Mais qu'en est-il de la formule chromosomique de la cellule folliculaire de la corona radiata? Fait intéressant, nous remarquons ici que chaque chromosome est en présence de son homologue, ce qui caractérise toute cellule diploïde, symbolisée par 2N. On y dénombre 4 centromères, ce qui correspond au nombre de chromosomes, et chaque chromosome s'avère à 2 chromatides, parvenant ainsi à finaliser l'écriture de la formule chromosomique et 2N égale à 4 dupliqué.
il nous est demandé dans ce qui suit de dégager, ou plutôt après avoir dégagé la formule chromosomique du premier globule polaire ainsi que du matériel génétique excentrique occupant le cytoplasme ovocytaire, il nous est demandé de faire correspondre chaque garniture chromosomique à la quantité d'ADN adéquate. Et pour y parvenir, référons-nous au document 5. Le document 5 correspond à l'évolution de la quantité d'ADN en unités arbitraires et ce durant la gamétogenèse féminine. Et on va opérer à partir des données dégagées précédemment. Nous remarquons ici que les deux cellules faisant partie du gamète sont haploïdes. Et l'haploïdie est une caractéristique phare ou bien prouve que la division réductionnelle a été achevée et forcément il y a eu en amont la séparation des chromosomes homologues. Fait intéressant, les deux cellules possèdent des chromosomes dupliqués, raison ce qui prouve en fait leur engagement dans la division équationnelle, mais une division qui n'a pas été achevée. Après avoir dégagé la formule chromosomique du premier globule polaire, du matériel génétique excentrique, ainsi que la cellule folliculaire de la corona radiata, nous nous proposons d'adopter ou bien de mener une étude avisée et comparative des caractéristiques du gamète femelle en référence à celle du gamète mâle. Je tiens à vous signaler que l'échelle de grandeur des gamètes n'a pas été respectée. Pour ce qui est de la comparaison, dégageons les ressemblances et les différences. Et pour y parvenir, nous allons adopter ce modèle. Et en fait, la réponse la plus appropriée consiste à tracer un tableau. Et commençons par étudier la première caractéristique, celle de la ploïdie. Pour ce qui est du gamète mâle, vous savez que chaque chromosome se trouve en présence de son homologue, ce qui est illustrateur d'une haploïdie. Une haploïdie qui va être observée aussi pour le gamète femelle. Passons à la deuxième caractéristique, portant sur l'état des chromosomes. Pour ce qui est du gamète mâle, vous remarquez que chaque chromosome est à une chromatide, donc les chromosomes sont dits simples, alors que pour ce qui est du gamète femelle, chaque chromosome est à deux chromatides, raison pour laquelle ils sont qualifiés de dupliqués. Passons maintenant à la troisième caractéristique portant sur la méiose, et plus précisément en rapport avec son achèvement ou non. Pour le gamète mâle, vous remarquez que il y a eu, ou bien vous savez que les chromosomes, ou bien le lot haploïde de chromosomes dupliqués a connu un clivage du centromère et c'est ce qui a permis la séparation des chromatides sœurs, ce qui est une preuve irréfutable qu'il y a eu bel et bien l'achèvement d'une division équationnelle et par conséquent de la méiose. Alors que pour ce qui est du gamète femelle, au niveau du matériel génétique excentrique, nous remarquons que le lot haploïde occupant la plaque équatoriale possède des chromosomes dupliqués. Donc, il n'y a pas eu de clivage et par conséquent, la division équationnelle n'a pas été achevée. Donc, nous sommes ici en présence d'une méiose inachevée pour le gamète femelle. Qu'en est-il de la forme des gamètes? Le gamète mâle est doté d'une forme allongée, alors que le gamète femelle est d'une forme sphérique. À la forme, on va s'intéresser à la taille. Et le moment le plus approprié pour estimer la différence de taille, c'est le moment de la fécondation qui commence par la rencontre des gamètes. Et vous remarquez ici que le gamète femelle est entouré d'une multitude de gamètes mâles affichant une différence de taille remarquable. Donc le gamète mâle est de petite taille alors que le gamète femelle est de grande taille. Intéressant maintenant à la mobilité des gamètes. Vous savez que le gamète mâle est doté d'un flagelle et c'est cet organite-là qui est capable de se mouvoir d'une manière hélicoïdale et ce d'une manière autonome. Donc le gamète mâle est bel et bien mobile. Pour ce qui est de la mobilité du gamète femelle, on va s'intéresser ou bien on va se focaliser sur la trempe utérine
Et vous remarquez ici que la lumière de la trempe est tapissée de cils, des cils dont le mouvement va permettre la progression du gamète en direction de la cavité utérine, ce qui prouve que le gamète femelle est immobile. Estimons maintenant le volume cytoplasmique pour les gamètes humains. Et si l'on s'intéresse et si l'on adopte ici la comparaison, nous remarquons que le volume diffère quelque peu. Il est réduit pour le gamète mâle et important pour le gamète femelle. Une telle différence quant au volume cytoplasmique va impacter forcément la richesse du cytoplasme en substance de réserve qui se trouve appauvrie pour le gamète mâle, alors que pour le gamète femelle, il se trouve enrichi en ces substances. Pour ce qui est de la numération du gamète mâle, on opère à partir d'un échantillon de sperme qui fera l'objet d'une étude du paramètre qu'est la numération. Et pour 1 millilitre d'éjaculat, le nombre de gamètes est estimé entre 100 à 150 millions d'exemplaires. Qu'en est-il de la numération du gamète femelle? Il est possible d'observer lors de la phase ovulatoire à l'expulsion d'un gamète, voire deux gamètes par cycle ovarien. Pour ce qui est de la durée de vie des gamètes humains, on va s'intéresser à celle du gamète femelle dans un premier temps, et vous remarquez ici que la durée est estimée entre 1 à 2 jours, alors que pour ce qui est du gamète mâle, elle est estimée à 3 voire 4 jours au sein des voies génitales féminines. À ce stade de la séquence d'apprentissage, nous venons de finaliser la partie dédiée à l'étude du gamète femelle ainsi qu'à ses caractéristiques en référence à celle du gamète mâle. Et intéressons-nous maintenant au troisième et dernier volet de la présente séquence d'apprentissage et opérons à partir d'une vue synthétique des structures ovariennes peuplant le cortex ovarien. Il est à noter qu'au sein des différents follicules siège un ovocyte dont l'appellation est incomplète à ce stade, mais intéressons-nous à sa garniture chromosomique. En effet, cet ovocyte va connaître dans un premier temps une disparition de son enveloppe nucléaire avec une formation d'une ébauche du fuseau achromatique, et nous remarquons ici que chaque chromosome est en présence de son homologue, ce qui caractérise toute cellule diploïde pour laquelle on dénombre 4 centromères, ce qui correspond au nombre de chromosomes dont chacun est à 2 chromatides, d'où la formule chromosomique de n égale à 4 dupliqué. Fait intéressant, le comportement des chromosomes affiche un appariement. Un appariement qui est caractéristique de l'engagement de cette cellule dans la méiose, ce qui correspond à la phase de maturation, et plus précisément en prophase 1 de la division réductionnelle, justifiant ainsi l'appellation de la cellule germinale. Nous sommes ici en présence d'un ovocyte 1 en prophase 1 de la division réductionnelle. Fait intéressant, le jour de l'ovulation, le gamète présente la garniture chromosomique suivante. En effet, chaque chromosome au niveau du matériel génétique excentrique se trouve dépourvu de son homologue. Donc nous sommes ici en présence d'une cellule haploïde pour laquelle on dénombre 2 chromosomes dont chacun est à 2 chromatides, parvenant ainsi à finaliser la formule chromosomique du gamète, 2n égale à 2 dupliqué. Il en est de même pour le premier globule polaire. N'oubliez pas que pour ce qui est de l'ovocyte 1 en prophase 1, n'oubliez pas que le raisonnement doit se faire par rapport à l'intégralité de la formule chromosomique caractéristique de notre espèce et qui correspond à 2n égale à 46 chromosomes. Et pour ce qui est du gamète, n'oubliez pas que le raisonnement doit se faire par rapport à un nombre estimé à 23 chromosomes. Nous remarquons ici qu'au sein des follicules, nous avons une cellule diplo
diploïde alors que le gamète correspond à une cellule haploïde. Comment expliquer cette transition ou bien par quel mécanisme s'est produite cette réduction portant sur le nombre de chromosomes? Fait intéressant, et au sein d'un ovaire d'un sujet pubère, les événements qui se sont déroulés en amont du stade ovocyte 1 en prophase 1 ne peuvent pas être observés. Ça prouve que ces événements se sont déroulés avant la puberté, voire durant la phase ou bien durant le développement fœtal. Donc on va essayer dans ce qui suit de s'intéresser aux événements qui ont eu lieu en amont de stade ovocyte 1 en prophase 1. Et les deux transitions en fait font partie du processus de la gamétogenèse féminine, dite encore ovogenèse. Intéressons-nous maintenant aux événements qui vont s'opérer en amont du stade ovocyte 1 en prophase 1. Et je tiens à vous informer que ces événements s'opèrent dès la vie fœtale et ce, au sein de l'ovaire fœtal. Au sein de la gonade, nous opérons à partir d'une cellule souche de la lignée germinale. Il s'agit ici de l'ovogonie, dont le matériel génétique se présente sous forme d'une chromatine, ce qui prouve que la cellule est au repos. Et dans ce qui suit, et pour la clarté des représentations, nous n'allons considérer que 4 filaments de chromatine. Et vous remarquez ici que chaque filament est en présence de son homologue, ce qui prouve que nous sommes en présence d'une cellule diploïde pour laquelle on dénombre 4 centromères, d'où la formule de N égale à 4. Fait intéressant, nous remarquons que chaque filament de chromatine montre l'apparition de ce qu'on appelle des yeux de réplication qui correspondent à une synthèse en cours d'un deuxième filament de chromatine. Un tel descriptif nous renvoie vers la réplication de l'ADN et une telle réplication ne s'achève que lorsqu'on obtient 2 filaments de chromatine qui vont être reliés au niveau du centromère. À l'issue de la réplication de l'ADN, nous assistons aussi à un dédoublement des organites parmi lesquels nous citons les centrosomes et c'est à ce moment-là que la cellule se trouve prête à s'engager dans la division cellulaire dont la finalité est d'obtenir 2 cellules filles. Et cet engagement dans la division cellulaire va se manifester par un changement quant à l'architecture de la chromatine qui se condense pour générer des chromosomes dont chacun est à 2 chromatides. Ainsi, nous constatons la présence de chromosomes disposés, que chaque chromosome est en présence de son homologue. On est toujours dans un contexte de diploïdie et on a toujours la même formule chromosomique que celle observée lors de l'interface. Et nous remarquons par ailleurs la formation d'une ébauche du fuseau achromatique avec une disparition de l'enveloppe nucléaire. Tout ce descriptif concorde avec la prophase. Mais c'est ce qui nous amène à soulever le questionnement suivant. Donc, sommes-nous en présence d'une prophase de mitose ou bien de méiose? Et pour en avoir le cœur net, il suffit d'observer le comportement des chromosomes. Vous remarquez ici que les chromosomes homologues n'affichent aucun appariement. C'est ce qui permet de réfuter la proposition en rapport avec la prophase de méiose et l'ovogonie est engagée bel et bien en mitose. À l'issue de la prophase de mitose, nous assistons à un achèvement du fuseau achromatique, à l'issue duquel le lot diploïde de chromosomes dupliqués va se positionner au niveau de la plaque équatoriale en s'attachant aux microtubules par le biais de leur centromère. Un tel aspect est caractéristique d'une métaphase de mitose, à l'issue de laquelle les chromosomes dupliqués alignés au niveau de la plaque vont connaître ce qu'on appelle un clivage qui va s'opérer au niveau du centromère et c'est ce clivage qui va permettre leur séparation et par la suite leur ascension
vers les pôles opposés de la cellule. Et cet aspect est caractéristique d'une anaphase durant laquelle le raisonnement se fait par pôle cellulaire. Et je tiens à vous rappeler que chaque pôle cellulaire, ce n'est autre qu'une future cellule. Vous remarquez ici que la diploïdie a été conservée, cependant les chromosomes sont simples, ce qui constitue une conséquence directe de la séparation des chromatides sœurs. Pour pouvoir obtenir deux cellules filles, le cytoplasme de l'ovogonie doit faire l'objet d'un partage et ce partage mobilise la cytodiérèse, à l'issue de laquelle nous assistons à un partage équitable du cytoplasme de l'ovogonie ainsi que des organites parmi lesquels nous citons le centrosome ainsi que la garniture chromosomique. Et par la suite, cette garniture va être délimitée par une enveloppe nucléaire qui connaîtra une reconstitution. Cet aspect est révélateur de la télophase de mitose. Ainsi, à partir d'une ovogonie mère diploïde, sujette à une mitose, nous obtenons deux produits cellulaires qui ne sont autres que deux ovogonies ayant conservé la diploïdie de la cellule à partir de laquelle elle dérive, raison pour laquelle la mitose est qualifiée de reproduction conforme. La question qui émerge à ce stade de la séquence d'apprentissage, mais qu'advient-il des produits cellulaires issus de la mitose de la cellule souche de la lignée germinale? En effet, les produits seront à leur tour sujets à une mitose, générant des produits cellulaires qui seront à leur tour sujets à d'autres mitoses, et ce schéma va se répéter à maintes reprises, et ce jusqu'à l'obtention d'un stock d'ovogonies. Ainsi, durant ce stade évolutif de la gamétogenèse féminine, nous assistons à une augmentation de la numération des ovogonies, et c'est ce qui va permettre de dégager l'appellation de cette première phase. Il s'agit ici d'une phase de multiplication. Fait intéressant, cette phase de multiplication va s'arrêter, et ce dès la vie fœtale, ce qui est à l'encontre avec ce qui a été observé chez l'homme. Donc, justifiant ainsi l'expression de stock défini d'ovogonies obtenues dès la vie fétale. Atteignant ce stade de la séquence, émerge un autre questionnement. Mais qu'advient-il des produits cellulaires de la phase de multiplication? En effet, les ovogonies diploïdes à chromosomes simples vont connaître une augmentation, vont subir le même sort, le même devenir, en connaissant une augmentation de leur taille. Une telle augmentation s'explique par la réplication de l'ADN. Tout ce descriptif coïncide ou bien correspond à la deuxième phase de la gamétogenèse féminine. Il s'agit ici de la phase d'accroissement qui s'observe aussi dès la vie fétale. Qu'advient-il des produits cellulaires de la phase d'accroissement? Nous remarquons ici qu'il y a eu un changement quant au comportement des chromosomes. Nous remarquons que les chromosomes affichent un appariement, et un tel comportement est caractéristique de toute prophase, une forcément de méiose, et nous sommes ici, et ce changement ou bien ce comportement chromosomique suffit pour faire modifier l'appellation de la cellule germinale, devenant ainsi un ovocyte 1 en prophase 1. Ce qui prouve que même durant la vie fœtale, on assiste à un engagement dans la phase de maturation. Tous les ovocytes 1 en prophase 1 vont s'entourer de quelques cellules folliculaires, devenant ainsi des follicules primordiaux. Ainsi, au sein de la gonade fœtale, nous assistons à la réalisation d'une phase de multiplication, d'une phase d'accroissement, ainsi que d'une phase de maturation, et ce, depuis la 15e semaine de la vie fœtale jusqu'au 7e mois. Et on opère ici, nous sommes ici en présence d'un stock défini de follicules primordiaux, estimé à environ 7 millions d'exemplaires. Fait intéressant, ce stock connaîtra
durant la vie fœtale une forte dégénérescence qui a pour conséquence une diminution de la numération, passant de 7 millions à 1 million d'exemplaires de follicules primordiaux, ainsi avec lequel naît le fœtus. À partir de la naissance et au sein de la gonade, le stock de follicules primordiaux définis est sujet à son tour à une dégénérescence et cette dégénérescence va se poursuivre jusqu'à la puberté. Fait intéressant, les follicules primordiaux vont connaître à partir de la puberté une reprise de la phase d'accroissement qui va se manifester par la formation d'une couche complète de follicules primordiaux faisant modifier l'appellation du follicule et nous sommes ici en présence d'un follicule primaire et tout le stock fera l'objet aussi d'une dégénérescence. Après avoir finalisé l'étude portant sur les événements qui se sont déroulés en amont du stade ovocyte 1 en prophase 1, on se propose d'étudier la transition qui va s'opérer depuis l'ovocyte 1 en prophase 1 jusqu'à l'ovocyte 2 en métaphase 2. Et on va essayer d'expliquer cette transition et cette réduction quant à la formule chromosomique. En effet, cette transition s'opère quelques heures avant l'ovulation et ce, au sein du follicule de Graaff. En effet, la cellule germinale n'est autre qu'un ovocyte 1 en prophase 1 du fait de l'appariement de ses chromosomes homologues. Et c'est au sein du cytoplasme de l'ovocyte 1 en prophase 1 que l'on va assister à un achèvement de la formation du fuseau achromatique qui va acquérir une disposition excentrique. Et au niveau de la plaque équatoriale de ce fuseau achromatique, nous remarquons que chaque chromosome est en face de son homologue et ce, de part et d'autre de la plaque équatoriale, ce qui correspond à la métaphase 1 de la division réductionnelle, à l'issue de laquelle le lot de chromosomes dupliqués occupant la plaque équatoriale connaîtra une séparation de ces chromosomes homologues. Et un tel aspect est révélateur d'une anaphase 1 de la division réductionnelle, à l'issue de laquelle, et dans le but d'obtenir les produits cellulaires de l'ovocyte 1, une cytodiérèse s'impose, ce qui correspond à la télophase 1, durant laquelle nous assistons à un partage non équitable du cytoplasme, expliquant la différence de taille des produits cellulaires de l'ovocyte 1. En plus de ce partage inéquitable, nous assistons à un partage équitable des organites dont nous citons le centrosome ainsi que le matériel génétique. Il s'ensuit l'obtention d'un ovocyte 1 en télophase 1 que l'on peut confondre avec un ovocyte 2 en prophase 2. Mis à part cette cellule, nous obtenons un premier globule polaire qui a la même formule chromosomique que le premier globule l'ovocyte 2 en prophase 2. Ce premier globule polaire occupe, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'espace péri-ovocytaire et se trouve à proximité de la zone pellucide, jouant un rôle protecteur de ce gamète. Et intéressons-nous à ce qui se passe au niveau de l'ovocyte 2. Comme vous le savez, le lot haploïde formé de chromosomes dupliqués va se positionner au niveau de la plaque équatoriale, ce qui est caractéristique d'une métaphase 2. Et c'est cette garniture chromosomique qui est observée le jour de l'ovulation. Et intéressons-nous maintenant aux événements qui vont s'opérer au-delà de l'ovulation. Ce que je peux vous dire à ce stade de la séquence, c'est que l'achèvement de la phase de maturation lors de la gamétogenèse féminine est conditionné par cet événement. Ainsi, lors de la rencontre des gamètes, nous remarquons que le gamète mâle
essaie de se rapprocher de la zone pellucide en se faufilant à travers les cellules folliculaires. Et le premier organe à entrer au contact avec la zone pellucide correspond à l'acrosome. Cet acrosome est muni d'enzymes protéolytiques capables d'hydrolyser la zone pellucide dans le but d'acheminer au sein du cytoplasme ovocytaire le noyau haploïde muni du centriole proximal qui va évoluer plus tard en un spermastère. Ainsi, au sein de l'ovocyte 2 en métaphase 2, hébergeant le noyau haploïde d'origine paternelle et le spermastère, c'est cette entrée-là qui va induire ce que l'on appelle un réveil physiologique, et un tel réveil va permettre la reprise de la phase de maturation dans le but de la finaliser. Et pour ce qui est de sa finalisation, elle va se manifester par la séparation des chromatides sœurs, des chromosomes dupliqués. Ainsi, nous assistons au niveau des chromosomes ou bien du lot haploïde occupant la plaque équatoriale à un clivage du centromère séparant les chromatides sœurs. Il s'ensuit l'ascension polaire des chromatides sœurs. Ainsi, et dans ce qui suit, nous allons assister à une survenue de la cytodiérèse qui va permettre l'obtention des produits cellulaires de l'ovocyte 2. En plus du premier globule polaire, nous parvenons à l'obtention d'un deuxième globule polaire, toujours haploïde, avec cependant des chromosomes simples. Il en est de même pour l'ovotide hébergeant un matériel génétique haploïde à chromosomes simples d'origine maternelle, se situant en présence d'un noyau haploïde d'origine paternelle muni du spermastère. Ainsi s'achève la télophase 2 et par conséquent la méiose. Ainsi s'achèvent les connaissances programmées durant cette séquence d'apprentissage et qui sont en rapport avec le cycle ovarien, le gamète femelle et l'ovogenèse. Et dans le but de vérifier le degré d'acquisition des connaissances, nous nous proposons de traiter un exercice, de résoudre un exercice s'inscrivant dans le cadre d'études d'une évaluation formative et dont l'énoncé est le suivant. Le document 1 est un schéma d'interprétation d'une vue synthétique de l'ovaire montrant des structures ovariennes observées à différents moments du cycle ovarien chez une femme ayant des cycles sexuels réguliers dont la durée est estimée à 25 jours. Donc nous sommes ici en présence de plusieurs structures désignées par les lettres ou bien symbolisées par les lettres de A à H, dont l'identité nous est méconnue à ce stade, avec un événement N qui sera révélé dans ce qui suit. Et intéressons-nous maintenant à la première question. Il nous est demandé de reconnaître les structures ovariennes de A à H. Pour ce qui est de la structure A, nous constatons la présence de cavités folliculaires, ce qui caractérise tout follicule cavitaire, dit encore tertiaire. Passons maintenant à la figure B. Vous remarquez la présence de quelques cellules folliculaires, ce qui est caractéristique de tout follicule primordial. Pour ce qui est de la figure C, nous remarquons la présence de cellules lutéales, le pigment qu'est la lutéine, qui dit lutéine, dit corps jeune, qui en comparaison avec la structure G se trouve développée. Pour ce qui est de la structure D, nous remarquons la présence d'une couche complète de cellules folliculaires, raison pour laquelle la structure D est dite un follicule primaire. Qu'en est-il de la figure E? Nous remarquons des cellules de la granulosa qui sont séparées à un certain endroit et cette séparation est assurée par une rupture, raison pour laquelle le follicule est dit rompu. La figure F nous montre une structure ovarienne dotée d'un antrome, d'un cumulus oophorus. Ce sont deux traits spécifiques de tout follicule mûr ou de deux graphes. La figure G nous montre un corps jeune
un corps jeune qui a fait l'objet d'une régression, raison pour laquelle il est dit un corps jeune régressé ou corps blanc. La figure H nous montre une structure ovarienne avec laquelle nous assistons à l'apparition pour la première fois d'une zone pellucide, d'une thèque interne entourée d'une thèque externe. Tous ces aspects sont révélateurs d'un follicule secondaire. Pour ce qui est de la question suivante, il nous est demandé de placer les structures ovariennes selon l'ordre chronologique de leur apparition, et ce durant un cycle ovarien. La première structure ovarienne à apparaître correspond au follicule primordial, suivi d'un follicule primaire qui est à son tour devancé par le follicule secondaire évoluant en un follicule tertiaire, sujet à une croissance et à une atrésie, évolue en un follicule mûr. Le follicule mûr expulse le gamète devenant un follicule rompu qui cicatrise, générant un corps jeune développé, sujet à une régression devenant un corps jeune régressé, et ce pour tout cycle sexuel sans fécondation. La question suivante nous demande de reconnaître l'événement M. Et d'après le document de référence, nous assistons à une structure ovarienne occupant le cortex ovarien, pour laquelle nous observons un follicule rompu à partir duquel jaillit un liquide folliculaire acheminant avec lui le gamète femelle. Tous ces aspects caractérisent l'événement phare de tout cycle ovarien. Il s'agit ici de l'ovulation. La deuxième partie de la troisième question nous demande de préciser, tout en justifiant notre réponse, le moment de survenue de l'événement M chez cette femme. Et on va opérer à partir de données fournies par l'exercice. En effet, la durée du cycle ovarien de la femme dont on parle est estimée, la durée du cycle ovarien est estimée à 25 jours. Et pour pouvoir identifier ou bien préciser le moment de survenue de l'ovulation, nous avons une donnée nous avons une connaissance antérieure par rapport à la durée constante de la phase lutéale. Ainsi, il est possible de soustraire de la durée du cycle ovarien la phase lutéale estimée à 14 jours. Ainsi, 25 moins 14 permet de préciser le jour de l'ovulation. Il s'agit ici du 11e jour. La quatrième question nous demande de préciser parmi les structures ovariennes représentées dans le document 1, celles qui sont observées simultanément entre les jours J1 jusqu'à J5 et durant l'intervalle de temps séparant le 13e jour du 15e jour. Et ce, en référence au cycle ovarien estimé à 25 jours, pour lequel nous avons identifié tout à l'heure, ou bien nous avons précisé tout à l'heure, la date de l'ovulation. En effet, le premier laps de temps se situe en amont de la date d'ovulation, ce qui prouve qu'il fait partie de la phase folliculaire, pour laquelle nous observons le follicule primordial, le follicule primaire, le follicule secondaire et le follicule cavitaire ou tertiaire. Alors que pour le deuxième laps de temps, il est situé en aval de la date d'ovulation, raison pour laquelle il fait partie de la phase lutéale, pour laquelle nous observons les mêmes structures ovariennes, excepté le follicule cavitaire qui sera substitué par le corps jeune. Ainsi, nous parvenons à répondre à la quatrième question, et dans ce qui suit, on va s'intéresser à un deuxième document qui représente des schémas simplifiés de deux cellules de la lignée germinale en division, et ce au cours de l'ovogenèse. Et commençons par étudier la cellule 1. Il nous est demandé de la nommer tout en justifiant notre réponse. Et pour ce qui est de la justification, je vous conseille de vous focaliser sur le comportement des chromosomes. La cellule 1 est un ovocyte 1, mais comment justifier cette réponse? En effet, chaque pôle cellulaire, qui n'est autre qu'une future cellule, héberge un lot haploïde, du fait que chaque chromosome soit en l'absence de son homologue. Donc, nous sommes ici en présence de lot haploïde par pôle cellulaire,
De plus, nous assistons à une séparation des chromosomes homologues, ce qui prouve que nous sommes ici en anaphase 1 de la division réductionnelle, et c'est ce qui constitue un fort argument plaidant en faveur de l'appellation. Donc il s'agit bel et bien d'un ovocyte 1. Qu'en est-il de l'appellation de la cellule 2? Il s'agit d'un ovocyte 2. Mais comment justifier cette réponse? Vous remarquez que chaque pôle héberge un lot haploïde. Fait intéressant, chaque chromosome se trouve à une chromatide, ce qui est une conséquence directe de la séparation des chromatides sœurs. Nous arrivons ainsi à la dernière question de l'évaluation formative et il nous est demandé de faire appel à nos connaissances afin de préciser le devenir certain ou possible des cellules ou bien des produits cellulaires issus de la division de la cellule 1 qui n'est autre que l'ovocyte 1 en anaphase 1. Comme vous le savez, à l'issue de l'ovocyte 1 en anaphase 1, on va obtenir un ovocyte 1 en télophase 1, par la suite un ovocyte 2 en prophase 1, qui va s'arrêter au stade ovocyte 2 en métaphase 2, et ce, le jour de l'ovulation. Et le devenir de l'ovocyte 2 en métaphase 2 dépend étroitement ou bien se trouve conditionné par la réalisation ou non de la fécondation. En l'absence de la fécondation, l'ovocyte 2 en métaphase 2 finit par dégénérer, alors que dans un contexte de fécondation, nous assistons à une évolution de l'ovocyte 2 en métaphase 2 en un ovotide muni d'un deuxième globule polaire dont le devenir est une dégénérescence. Et on parle ici du deuxième globule polaire. Pour ce qui est de la petite cellule, correspondant au premier globule polaire, son devenir est certain, peu importe l'absence ou bien la réalisation d'une fécondation. Dans les deux cas de figure, nous allons assister à une dégénérescence. Ainsi s'achève la présente séquence d'apprentissage. J'espère qu'elle vous a été utile dans la compréhension du cycle ovarien, du gamète femelle, ainsi que de l'ovogenèse. Dans l'espoir de vous revoir, portez-vous bien et à bientôt.